Toc. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vraiment fondamentale pour beaucoup. Faut-il privilégier l'investissement immobilier ou plutôt se tourner vers les ETF? Exactement. C'est une interrogation classique. On va essayer d'y voir plus clair en comparant un peu les deux options, leurs avantages, leurs inconvénients. L'idée, c'est ça, c'est de décortiquer pour aider chacun à se positionner. Parce que bon, que ce soit l'IMO ou les ETF, souvent l'objectif final est similaire, non? Oui, tout à fait. Générer des revenus complémentaires, se construire un patrimoine sur le long terme, se protéger de l'inflation, préparer sa retraite, les buts sont communs. Mais les chemins pour y arriver, eux, sont assez différents. Commençons par l'immobilier, si tu veux bien. Allons-y. L'immobilier, c'est souvent perçu comme la valeur refuge par excellence. C'est concret, on possède quelque chose de tangible, une pierre, un toit. Oui. Et puis, il y a cet aspect psychologique et surtout l'effet de levier du crédit. On peut acheter un bien qui vaut beaucoup plus que ce qu'on a réellement en poche au départ. Ça, c'est puissant. C'est un avantage indéniable. Et bien sûr, il y a la perspective des loyers qui rentrent tous les mois. Ça peut créer un flux trésorerie régulier. Mais il y a un mais, j'imagine. Forcément. D'abord, l'accès. Il faut souvent un apport conséquent, disons 10, parfois 20% du prix, plus les frais. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mhm. Ensuite, la gestion. Ça, c'est le gros morceau. Trouver les locataires, gérer les impayés potentiels, les réparations, les travaux, la paperasse, ça demande du temps, de l'énergie. Oui, ce n'est pas un investissement passif, loin de là, absolument pas. Et puis, il y a les risques, la vacance locative, les dégradations, les problèmes de voisinage, la fiscalité qui peut être lourde selon le régime choisi, et la rentabilité, du coup. On entend souvent parler de chiffres autour de 5-7% bruts. Brut, oui. Mais une fois qu'on déduit les charges, les taxes, les assurances, les éventuels impayés travaux, la rentabilité nette avant impôt tombe souvent plutôt vers 3-4%, et ça peut varier énormément selon le bien, la localisation. Sans oublier que c'est peu liquide. Vendre un bien immobilier, ça prend du temps, des mois parfois. Exactement. Ce n'est pas comme vendre des actions en un clic. Donc, en résumé, tangible, levier possible, revenu régulier potentiel, mais aussi apport, gestion active, risque et illiquidité relative. Ok, c'est clair. Passons aux ETF, les Exchange Traded Funds, ou fonds indiciels. Là, on est dans un autre univers. Complètement. Les ETF, c'est une façon d'investir en bourse de manière très simplifiée et diversifiée. En achetant une part d'ETF, on achète en fait un petit bout d'un panier d'actions, comme celle du CAC 40, du S&P 500 ou même du monde entier avec le MSCI World. L'avantage principal, c'est donc la diversification immédiate et l'accessibilité, non Ève? On peut commencer avec des petites sommes, quelques dizaines d'euros par mois. C'est ça. C'est très accessible, même pour les débutants. Les frais de gestion sont généralement très bas, bien inférieurs à ceux des fonds gérés activement. Et c'est très liquide, hein. On achète et on vend ses parts d'ETF très facilement pendant les heures d'ouverture de la bourse. Et niveau rendement, on entend souvent parler de 7 à 9% par an en moyenne sur le long terme pour les grands indices boursiers. Historiquement, oui, c'est à peu près ça, brut. Après frais et fiscalité standard, on est peut-être plus autour de 6-7% net annualisé. Mais attention, c'est une moyenne sur le long terme. Parce qu'il y a la volatilité. Exactement. Les marchés montent, mais ils peuvent aussi baisser, parfois fortement. Il faut avoir les nerfs solides pour ne pas paniquer et vendre au mauvais moment, pendant une crise par exemple. La psychologie de l'investisseur est cruciale. C'est un autre type de gestion en quelque sorte. Gérer ses émotions plutôt que des locataires. C'est une bonne image. Et puis, il n'y a pas d'effet de levier comme avec le crédit immobilier. On investit l'argent qu'on a, et les revenus ne sont pas garantis tous les mois comme des loyers. Ça dépend des dividendes et surtout de la performance globale du marché. D'accord. Donc pour résumer les ETF, accessibilité, diversification, frais bas, liquidité, potentiel de rendement intéressant sur le long terme, mais volatilité, pas d'effet de levier et demande une certaine discipline psychologique. C'est bien résumé. Pour rendre ça plus concret, imaginons un cas pratique simple. Disons qu'on investit 200 euros par mois pendant 20 ans. Ok. Avec les ETF, si on prend une hypothèse prudente de 7% net par an, au bout de 20 ans, ça donnerait un capital d'environ 96 500 euros. C'est une simulation, bien sûr. Oui, une simulation basée sur une moyenne historique. Et pour l'immobilier, avec ces mêmes 200 euros par mois, c'est plus compliqué à simuler car il faudrait un apport initial, un crédit. Si on imagine un petit investissement locatif avec 10 000 euros d'apport, un crédit sur 20 ans et un cash flow qui couvre juste les mensualités et les charges, Dans ce scénario, à la fin des 20 ans, le crédit est remboursé.
Le capital net, c'est la valeur du bien moins d'éventuels frais restants. C'est très variable, mais on pourrait estimer de façon réaliste un capital net peut-être autour de 75 000 euros, voire un peu plus selon l'évolution des prix. Donc sur ce scénario simple, l'ETF semble donner un capital final plus élevé, mais l'immobilier a permis de se constituer un patrimoine avec un effort d'épargne mensuel potentiellement nul si le cash flow était neutre, après l'apport initial bien sûr. Exactement. Et n'oublions pas la fiscalité. Pour les ETF, hors cas spécifique du PEA en France après 5 ans, c'est souvent la flat tax de 30% sur les plus-values et dividendes. C'est assez simple. Et l'immobilier? C'est plus complexe. En location nue, les loyers sont soumis à l'impôt sur le revenu après un abattement ou en déduisant les charges réelles, plus les prélèvements sociaux. En location meublée, LMNP, le régime BIC est souvent plus avantageux grâce à l'amortissement du bien qui peut réduire voire annuler l'impôt pendant un temps. Mais ça demande une comptabilité plus rigoureuse. Donc, fiscalement, avantage plutôt aux ETF pour la simplicité et potentiellement au LMNP pour l'optimisation, mais avec plus de complexité. C'est ça. Tout cela nous amène à l'idée qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, ça dépend vraiment du profil de chacun. Absolument. Les ETF, c'est l'idéal pour ceux qui veulent une approche passive, qui débutent, qui ont un petit budget, qui visent le long terme sans vouloir y passer trop de temps. C'est j'investis régulièrement et j'oublie, en quelque sorte. Et l'immobilier serait plus pour un profil. Actif. Oui, quelqu'un qui est prêt à s'investir en temps et en énergie, qui est à l'aise avec l'idée du crédit, qui cherche quelque chose de tangible ou qui veut optimiser pour générer un cash flow positif, comme Gisèle dans les exemples qu'on avait. Elle utilise 2 biens en LMNP pour se créer un complément de revenu. Mais ça demande du travail, comme elle le souligne. À l'inverse, Yannick, le développeur, est 100% ETF pour sa retraite, en mode totalement passif. Et Ingrid, l'infirmière, fait un mix des deux. Voilà. Ingrid, c'est intéressant, elle a un bien locatif, mais en gestion déléguée. Donc, elle paye pour ne pas avoir les soucis de gestion et elle complète avec des ETF. C'est une stratégie de diversification et de tranquillité d'esprit. Donc, la conclusion qui se dessine, c'est qu'il n'y a pas de meilleur choix universel. Ça dépend vraiment des objectifs, du temps disponible, de l'appétence au risque, du capital de départ. C'est tout à fait ça. Et souvent, d'ailleurs, la meilleure stratégie n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Combiner les deux permet de diversifier les risques et de profiter des avantages spécifiques de chaque classe d'actifs. L'important, au fond, c'est d'avoir une stratégie claire, de s'y tenir avec régularité et de continuer à se former. Et bien sûr, un petit rappel, tout ce qu'on dit ici, ce sont des informations générales, basées sur des exemples et des simulations. Ce ne sont absolument pas des conseils financiers personnalisés. Exactement. La situation de chacun est unique. Il faut faire ses propres recherches et éventuellement se faire accompagner par un professionnel si besoin. Peut-être que la question finale, au-delà de la technique, c'est qu'est-ce que la sécurité et la liberté financière signifient pour moi personnellement? Et comment ces outils, immobiliers ou ETF, peuvent m'aider à atteindre ma propre définition? C'est une excellente réflexion pour conclure. Qu'est-ce que construire son patrimoine veut dire pour soi au fond? Voilà qui donne matière à réfléchir. Merci pour cet échange très clair. Merci à toi. Et pour notre prochain rendez-vous, on se demandera devenir rentier avec seulement 3 biens locatifs, est-ce un mythe ou une réalité atteignable? Un sujet qui y promet. Ah oui, intéressant. D'ici là, si cette discussion vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à partager vos propres expériences ou questions en commentaire. À très bientôt sur Finance Talk.